On peut commencer. On peut commencer. On laisse les employés voir. Merci à tous d'être là. C'est une variante des lundis de la chaîne parce que normalement nous étions dans ce fameux amphithéâtre de Broussais qui a vu beaucoup de grands débats et l'amphi était en travaux, donc on s'est replié ici sur la visio et le présentiel. Je suis particulièrement heureux et je voudrais vous remercier, mon général, d'être ici. Vous deviez être à LCI. Comme ça, il y a une émission privée. Voilà, c'est une émission privée, mais il y a beaucoup de gens extrêmement concernés, comme d'ailleurs la majorité de nos concitoyens, mais ici beaucoup de gens ont été sur place, vont sur place, compte tenu des missions de la chaîne qui sont axées sur le secours de première urgence et le soutien aux hôpitaux sur des pathologies, je dirais, traumatiques, vasculaires, compte tenu de la violence des combats. Alors aujourd'hui, on a énormément de questions à vous poser. Je n'ose même pas vous présenter parce que d'abord, je crois que énormément de gens vous connaissent, vous reconnaissent, et vous me disiez il y a quelques minutes que même au Cameroun, ils vous connaissent et en Afrique. Donc vous êtes un grand spécialiste de la stratégie militaire, mais aussi de la géopolitique. Et aujourd'hui, on a énormément de questions. En plus, il y a une actualité aujourd'hui, mais quasiment peut-être heure par heure, et le devenir de Bakhmout, l'offensive ou non. Donc, je vais vous laisser la parole, et puis ensuite, il y aura beaucoup de questions par le chat et dans la salle. Très bien. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être un peu ailleurs que derrière une caméra et avec 4 personnes sur le plateau. Donc, je vais, pendant une vingtaine de minutes, vous parler un petit peu de la situation et vous dire, comme je le disais dans l'ascenseur en montant, pour commencer par le début, le 24 février, pour moi, ça a été un cauchemar parce que mon dernier poste face au pacte de Varsovie, donc c'était les années 90, j'étais officier plan du 2e corps d'armée à Baden-Baden, où nous préparions les contre-offensives que les forces françaises du 2e corps d'armée devaient faire dans le cadre du groupe d'armées centre de l'OTAN face à la première armée de la garde, à la 420e division de fusiliers motorisés. Et donc, 90-91, on a dit, super, on a gagné la guerre sans tirer un coup de canon. C'était quand même génial. C'était le rêve de Sun Tzu, gagner la guerre sans la mener. Et puis, le 24 février, je me suis dit, ça y est, on recommence. D'où cette impression de cauchemar à vivre. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais vous le savez, tout ceci est parti d'une erreur d'appréciation du président Poutine. Le président Poutine, en 2014, avait réussi une remarquable manœuvre, il faut tirer son chapeau quand il réussit des trucs comme ça, qui a été la prise de la Crimée sans tirer un coup de fusil là aussi. Donc c'était une manœuvre symétrique qui a très bien réussi. Et il s'est dit le 24 février, Zelensky va partir, on va renverser le gouvernement, j'en ai un à mettre à la place à Kiev, et tout ça, ça va bien se passer. Sauf qu'il s'est heurté à un os, c'est que l'Ukraine de 2022 n'était plus l'Ukraine de 2014. Il y avait un président qui, au lieu de partir comme les Américains lui demandaient, a décidé de rester, et l'Ukraine de défendre son territoire. Et elle s'y était préparée depuis 2014. Et donc, la prise de Kiev n'a pas eu lieu. Après un échec, en fait, sur un aéroport qui n'a pas réussi à être tenu, j'ai eu l'intérêt de voir un montage fait là-dessus avec des images prises par les Russes et qui est absolument fascinant de voir comment la guerre tient sur un fil. Quand je dis sur un fil, c'est que les forces ukrainiennes qui ont empêché de prendre l'aéroport, c'était de l'improvisation totale. Et pourtant, ils ont tenu. Et les avions russes qui tournaient autour, en haut, sont repartis parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas aller sur l'aéroport. J'ai même eu des informations sur lesquelles un des avions aurait été abattu
Mais comme je n'ai pas la confirmation absolue, je ne peux pas le dire. Voilà, donc le 24 février, ça échoue. Il y a les hésitations autour de Kiev que vous connaissez. Et après, les Russes, en fait, ont fait quelque chose qui, de façon opérative, était intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont renforcé le succès. C'est-à-dire qu'ils ont échoué au nord et à l'est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basculé toutes les forces vers le Donbass et vers le Dniepr, qui était une réussite, puisque Kherson a été pris le 3 mars, c'est-à-dire une petite semaine après l'entrée des forces russes en Ukraine. Donc, ils ont renforcé ça. Ils ont avancé, mais là aussi, résistance, d'abord dans le Donbass, bien sûr, et puis, ils n'ont jamais réussi à atteindre Odessa, ils sont arrêtés à Mykolaiv, tout le monde a bien la carte dans la tête sur la mer Noire, il y a Kherson, enfin, qui est tout à fait sur la mer Noire, mais pas loin, Mykolaiv et Odessa. Et en fait, ils voulaient boucler la mer Noire, parce que comme ça, vous asphyxiez économiquement l'Ukraine. Et donc là, ils n'ont pas réussi. Et ça a été à peu près jusqu'au mois de juillet, tout ça, avec la prise de Mariupol qui a duré pendant 2 mois. Les Ukrainiens se sont battus dans Azovstal très durement. Et puis, au mois d'août, les Ukrainiens commencent à annoncer qu'ils vont lancer une offensive vers Kherson. Et puis, ils lancent une offensive à Kherson, qui avance très progressivement, et surtout à 800 km de là. Ils lancent l'offensive de Kharkiv. Et là, ils balayent les défenses russes très rapidement. Pendant une semaine, ils conquièrent un truc grand comme la région parisienne, quoi, à peu près. Et puis ensuite, ils conquièrent Kherson. Et là, alors moi j'ai une théorie, j'ai quelques informations, mais dont je ne peux pas révéler les sources, c'est que Kherson est tombé sans coup ferré. Kherson a été repris le 11 novembre par les Ukrainiens, sans que les Russes le défendent. Ils sont passés de l'autre côté. Et je pense qu'il y a eu accord, en fait, pour évacuer. Tu ne me tues pas, je ne te tue pas, et on s'arrête sur le grand fossé anti-char que représente le Dniepr. C'est ce qui s'est passé. Voilà où on en est à peu près depuis le début de l'hiver. Alors, pendant l'hiver, les Russes ont mobilisé, envoyé 300 000 hommes en plus, mobilisés sur toute la ligne, mais ils n'ont pas réussi. Alors, on en vient tout de suite au sujet d'aujourd'hui. Bakhmout, ça fait 7 mois que les Russes essayent de prendre Bakhmout. 7 mois. Quand aujourd'hui, Poutine crie victoire, drôle de victoire. D'abord, Bakhmout, c'est l'affaire de M. Prigojine, le chef de Wagner. Wagner, c'est une milice qui a quand même des rapports étranges avec l'État, puisque l'État l'autorise à recruter dans les prisons, avec libération au bout de 6 mois de combat, pour ceux qui rentrent. L'État lui fournit des munitions, lui fournit l'appui en artillerie, l'appui en avion, mais bien sûr, M. Poutine ne connaît pas de Wagner. Je rappelle ce qu'il a déclaré devant le président Macron, devant tout le monde. Bon, mais on n'en est pas à un mensonge près. Et donc, Wagner s'est battu pendant 7 mois pour récupérer Bakhmout. Alors tout le monde disait, pourquoi les Ukrainiens, ils ont eu quand même beaucoup de pertes. Hein. On prétend qu'il y a eu un Ukrainien tué pour 5 à 7 Russes tués. Mais pourquoi les Ukrainiens ont défendu ça? Il y avait eu au printemps, il y avait eu pardonnez-moi, je prends des termes militaires, un exercice similaire qui était l'Izishian, qui était un peu au nord, et où il y avait eu la même chose. Et moi, je disais tout le temps, mais il faut que les Ukrainiens apprennent à quitter la mentalité soviétique, qui est qu'on ne défend pas du terrain, on sauve des hommes. Et donc, on change un petit peu de position. Et bien là, sur Bakhmout, je pense qu'ils ont eu raison. Et ils ont eu raison pourquoi? Parce qu'ils ont voulu obtenir 2 effets. Créer un abcès de fixation. C'est-à-dire que les Russes se sont focalisés sur Bakhmout. Du coup, il n'y a pas eu vraiment d'offensive ailleurs. Un petit peu, mais pas beaucoup. Deuxièmement, attrition, c'est-à-dire tuer le maximum de Russes. Et ça, c'est réussi. Je ne sais pas combien de milliers de Russes jonchent le choc de Bakhmout. Donc, cette attrition et cet abcès de fixation sont des choses qui ont fonctionné. Alors, je dis depuis le début, peut-être que Bakhmout tombera à un moment, mais ça ne présente pas un intérêt majeur. L'intérêt majeur, ça a été de retenir les forces russes à cet endroit-là. Donc, depuis 3 jours, ou 2 jours,
M. Prigojine annonce la grande victoire, il a pris Bakhmout, il voulait le prendre pour le 24 février, anniversaire de l'offensive, il voulait le prendre pour le 9 mai, anniversaire de la guerre patriotique, il n'a pas pu, il l'a pris avant-hier, anniversaire de la victoire de Mariupol. Et là, toutes les chaînes russes clament victoire. Et cette victoire, on va voir ce que ça devient dans les jours qui viennent, pour deux raisons. La première, c'est que Wagner a dit « je quitte Bakhmout », puisqu'il a remporté la victoire. Je fais une petite parenthèse après sur Wagner. Eh bien, je quitte Bakhmout et je quitterai le 24 mai et le 1er juin, j'aurai passé ça aux forces russes. Mais quelles forces russes? Parce que je rappelle que dans le centre de la ville de Bakhmout, qui n'est plus que ruine, il y a Wagner et sur les ailes, il y a les régiments russes. En particulier les régiments parachutistes qui ont été engagés il n'y a pas si longtemps que ça, leur but étant d'encercler les Ukrainiens. Sauf que les Ukrainiens n'ont jamais été encerclés et que les régiments russes sont en train de reculer. Et que donc, il pourrait y avoir le piège inverse, c'est-à-dire que si les Ukrainiens progressent sur les flancs qui sont des hauteurs par rapport à Bakhmout, eh bien ce sont eux qui pourraient encercler Wagner avant que Wagner ne soit parti. Possibilité. Je pense que dans la semaine, ça me paraît assez peu probable. Mais Prigojine lui-même a dit que les régiments russes avaient déserté, qu'on a des images de tranchées russes abandonnées, avec les cadavres d'ailleurs dedans qu'ils ont abandonnés. Et donc, il y a une progression ukrainienne. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, là j'en viens à la grande manœuvre, on dit, à la stratégie. Les Ukrainiens, vous le savez, annoncent une deuxième offensive. Après celle qui a eu lieu entre septembre et novembre, ils annoncent, parce que septembre et novembre, c'est un moment un peu difficile, c'est le moment où il y a la pluie qui commence à arriver. Là, la Rashputitsa, c'est-à-dire la fonte des neiges et du gel, est probablement terminée, et donc, fin mai, début juin, c'est le bon moment pour lancer une offensive. Et là, les Russes annoncent depuis longtemps cette offensive. Cette offensive va se heurter à des défenses russes extrêmement bien préparées, sur les 800 km de front, avec des tranchées sur 30 km, des obstacles anti-chars, des mines anti-chars, donc c'est extrêmement bien préparé. Donc, pour percer ça, ça va être extrêmement difficile. Pour percer ça, les Ukrainiens ont eu beaucoup de matériel, 250 chars, un peu plus de 1200 véhicules blindés, de l'artillerie, des munitions et 60 000 soldats qui ont été formés en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Pologne. Ces soldats sont des nouveaux qui n'ont pas combattu, donc des troupes fraîches, comme on dit, qui ont été formés à l'occidental, c'est-à-dire pour servir ces matériels. Et leur but, c'est bien sûr de percer la défense russe pour essayer de casser le dispositif et contourner la défense russe. Mais ça va être très difficile, parce que la défense est extrêmement bien préparée. Alors moi, j'ai une idée que les Ukrainiens ont sûrement, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous, c'est que Bakhmout n'est pas fortifié. Parce que Bakhmout, c'était l'endroit où les Russes avançaient. Donc, il n'y a pas de mine anti-char, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de dents de dragon, il n'y a pas de barbelés. Vous me direz, il n'y a que des ruines. D'accord? Mais comme ce n'est pas défendu de la même façon, c'est peut-être une opportunité d'utiliser cette brèche qui est naturelle pour enfoncer. Les Russes, comme je le disais, doivent remplacer Wagner. Donc les Russes sont en train de bouger la réserve qu'ils avaient gardée pour taper sur la contre-attaque russe vers Bakhmout. Donc là aussi, point de fixation, les Russes concentrent leurs forces à cet endroit. Donc le choix va être entre prendre des endroits fortifiés ou prendre un endroit où la réserve a été engagée. Voilà ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Le président Zelensky a fait toute une tournée pour avoir, bien sûr, des renforts. Alors, les F-16, ils n'arriveront pas avant l'automne. Donc, ce n'est pas pour cette offensive-là, c'est pour après. Mais en revanche, avoir des renforts, bien sûr, et avoir surtout un soutien politique. Parce que, comme je le disais, l'offensive, bien malin qui pourra dire si ça va réussir ou pas. Les Ukrainiens eux-mêmes vont mettre évidemment tout ce qu'il faut pour réussir, mais ça peut échouer.
Et si ça échoue, on se retrouve sur un front figé. Les Ukrainiens ne pourront pas admettre qu'ils n'ont pas reconquis le terrain. Les Russes vont s'enterrer et se préparer sur le long terme. Et donc, l'Ukraine a besoin d'un soutien dans la durée. C'est-à-dire de, OK, on a échoué là, mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Bon, vous connaissez nos sociétés occidentales. Les Américains ont les élections l'année prochaine. Est-ce qu'ils tiendront et mettront autant de milliards qu'ils en ont mis sur la table jusqu'à maintenant? Est-ce que les Européens continueront à soutenir comme ça? Est-ce que tout le monde ne se lassera pas? Est-ce qu'on n'arrivera pas à une solution chinoise? On fait un cessez-le-feu et on verra, la pire des solutions. Un cessez-le-feu, c'est le conflit gelé. On appelle les conflits gelés, il y en a depuis 91. Hein. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je crois que les Ukrainiens ont toutes les cartes en main, mais ça ne veut pas dire qu'ils réussiront. On l'espère. On croise les doigts. En tant que militaire, je pense à ces militaires qui se préparent. C'est le moment le plus difficile. C'est le moment où ils sont dispersés, cherchent à camoufler leurs équipements, leurs machins et tout. Pour vous donner un peu de l'ambiance, les ordres se passent par bout de papier, par des motards, pour pas que les réseaux radio soient entendus. Ils attendent, ils ont l'option A, l'option B, l'option C, et le jour J, ils recevront un message en disant option B en avant. Bien, bien. Je vous pose quelques questions, Eric, général. Oui, vous nous parliez de Wagner. Est-ce que, si vous voulez, je replace un peu au niveau de la chaîne, bien entendu, au niveau de l'Ukraine, mais au niveau du Mali, où on a construit un hôpital de cardiologie et de chirurgie cardiaque, l'arrivée de Wagner et la chute. Qui est où, à Bamako? À Bamako, à la République du Luxembourg. Et donc, on le ressent également au Burkina Faso où on est, avec ce bashing insupportable de l'action française et je trouve également avec une participation des médias français. Je sais que Paul ne va pas être content de ce que je vais dire, mais je suis sidéré de ce que les médias français, qui sont notre voix à l'extérieur, je parle de RFI, de TV5 Monde et autres, je veux dire, il y a une façon de présenter la France et autres par rapport à l'attitude de Wagner, et on a l'impression, si vous voulez, il y a Wagner-Ukraine, mais Wagner aussi l'Afrique, c'est quand même un sujet... Alors Wagner est un sujet que je suis beaucoup en Afrique aussi. Wagner, c'est du business. Monsieur Prigojine, ce qui lui importe, c'est de faire du business. Alors, il fait du business en Libye, en gardant les puits de pétrole. Il fait du business en Syrie, en ayant loué des services, parce qu'il n'a pas beaucoup de matières premières. Il fait du business en Centrafrique avec des mines de diamants. Il fait du business au Mali avec des mines d'or. Et pour lui, c'est important. Alors, simplement un petit saut sur l'Ukraine. En Ukraine, il a misé pour avoir une action politique. En fait, il perd de l'argent en Ukraine. Il doit payer les gens. Alors, quand ils ne sont pas tués, de toute façon, comme il veut se montrer, j'allais dire, bon truand, il paye les familles. Mais bon, il perd de l'argent. Mais pour obtenir un niveau politique. Et je pense qu'il l'atteint. Alors, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Hein. Tout le monde me dit, tous les gens qui connaissent bien diront qu'il n'arrivera jamais en Russie. Mais le danger en Russie, c'est qu'on parle toujours de Wagner. Mais il y a 300, je dis bien 300, milices privées en Russie. Et si la fédération explose demain, c'est une catastrophe. Ça va être la guerre de tous les mafieux, tous les machins qui vont pouvoir prendre le pouvoir. Je reviens maintenant en Afrique. Alors, comme je le disais, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré le président Touadéra, je le connaissais depuis très longtemps. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez, le Wagner qui vous garde, ils ont intérêt à l'insécurité dans le pays. Parce que s'il y a la sécurité, ils ne servent plus à rien. Ils s'en vont. Donc, ils maintiendront l'insécurité dans le pays. Premier point. Deuxième point,
si quelqu'un les paye mieux que vous, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Alors là, il m'a regardé avec un air effaré, il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, Monsieur le Président, vous m'avez bien compris. Si on paye mieux que vous, vous partirez. D'une façon ou d'une autre. Alors, il était très inquiet. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas s'en défaire. Il ne sait pas le faire. Il est faible, il ne sait pas. Bon. Alors, au Mali, le sujet est beaucoup plus compliqué. Vous vous souvenez qu'il y a eu un premier coup d'État parce que Keïta n'avait pas fait le job, en clair. Et le premier coup d'État, ça marchait bien avec les forces françaises. Ça marchait tellement bien que le président par intérim, le premier du coup d'État, est venu à Paris et est revenu avec des accords, etc. Deuxième coup d'État, par des gens qui avaient été formés à Moscou et qui ont dit ça ne va pas marcher comme ça et on va travailler avec Wagner. Donc Wagner est impliqué là-bas, sauf que Wagner, là aussi, ne cherche qu'une chose, c'est à faire du business. Alors il sert peut-être de garde prétorienne pour les putschistes, là, mais sûrement pas de guerre contre les djihadistes. Les djihadistes sont aux portes de Bamako. Moi, je pense que ce qui peut se passer, alors on parlera du Burkina après, ce qui peut se passer, le moins pire, j'allais dire, c'est un accord entre les djihadistes et Wagner, parce que Bamako, c'est trop gros pour les djihadistes. Prendre une ville comme Bamako, comment voulez-vous tenir une ville comme Bamako? Donc, je pense que c'est un deal. On paye parce que les mines sont dans le pays, donc il faut y aller. Donc, on va payer les djihadistes pour pouvoir exploiter les mines, tirer de l'argent, et ils en prennent 20% ou 30% ou 40%. Je pense que c'est un accord de ce type-là. Et donc, dans le reste du Mali, il y a un califat qui va s'installer, tout bêtement, qui transpire actuellement au Burkina Faso, qui n'est pas tout à fait capable de tenir. Et alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le Niger. Parce que le Niger, pour moi, c'est le seul fiable. Le président élu, assemblée, demande de l'appui des forces françaises, recrutement de 10 000 soldats en plus, etc. Ils ont tout fait bien. Mais quand j'ai discuté, j'étais à une réunion il y a quelques semaines où il y avait des expatriés français qui étaient là-bas au Niger, et ils étaient très inquiets. Ils disaient non, 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 ce sont les prochains qui vont tomber. Alors pour revenir sur la vue, moi je dis toujours aux journalistes, je dis vous m'emmerdez. Vous allez sur une place publique où il y a 100 personnes payées, parce que je sais combien ils sont payés, pour brûler un drapeau français et amener un drapeau russe, la ficelle est grosse quand même, et vous faites un gros plan et vous dites que le Mali est contre la France, que le Burkina est contre la France. Allez dans le bled. Il me dit mais on ne peut pas aller dans le bled. Nos rédacteurs en chef nous interdisent. C'est trop dangereux. Et donc il ne montre qu'une vision très parcellaire des choses. Ça c'est le premier point. Deuxième point, une petite anecdote. Parce que comme je vous l'ai dit, nous, je suis dans une société qui travaille beaucoup là-bas. Il y avait des échos au Burkina, par exemple, des gens qui lui avaient dit combien ils étaient payés pour aller faire ça sur la place. Et normalement, ils avaient rendez-vous sur la place des Martyrs, donc payés là, et puis après ça, on se rend à l'ambassade de France. Alors, ils sont allés à la place des Martyrs, ils ont pris l'argent et ils sont partis. Et ils ne sont jamais allés devant l'ambassade de France. Donc c'est vous dire la motivation des gens. Donc, et vous avez raison, nos médias, et alors le French bashing, moi, avec beaucoup de gens qui sont estimables par ailleurs, mais les chercheurs, alors l'armée c'est mauvais, vous comprenez, peace and love, bon c'est pas bon, les soldats français, je leur expliquais toujours, attendez, évidemment que ça ne marche pas. Les soldats français, il ne faut que réduire la menace. Mais après, il faut que le préfet, l'instituteur, le juge, tout ça vienne. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas. Donc, une fois que l'armée est partie, eh ben, vous avez la charia qui arrive, avec l'école coranique, avec, etc., etc. Et donc, vous avez un pseudo-État qui s'installe à la place. Et ça, les militaires, ce n'est pas leur job, ils ne savent pas faire ça. Donc, la critique de l'armée française, j'ai un ami qui commandait des opérations à l'époque, donc il connaît bien le sujet, qui me disait, tu sais, Dominique, une opération, c'est comme une autoroute. Il faut prendre les bretelles de sortie. On a raté la première bretelle de sortie qui était Keïta au pouvoir. On aurait dû partir à ce moment-là. Et là, on avait rempli notre job. Serval, ils avaient arrêté les djihadistes, ils ne sont pas à Bamako. Maintenant, les gars, vous vous débrouillez, on va faire de la coopération, du machin, ce que vous voulez, mais les soldats français s'en vont. Mais non. Je rappelle que c'était le plus beau jour de la vie d'un président. Hein, donc, il fallait rester.
Et du coup, voilà dans quel pays on s'est mis. Et donc, avec la difficulté, effectivement, des armées françaises qui n'ont pas remporté le succès voulu. Mais moi, je me rappelle en gamin d'avoir vu marqué US Go Home après la libération. C'est pareil. La population se fatigue. Au bout de 7 ans, ils disent attendez, rien n'est réglé. Mais vous parliez de Bakhmout et on entend éventuellement que les troupes de Wagner se retireraient le 1er juin, c'est-à-dire dans 10 jours. C'est ça. Mais qu'est-ce qui peut advenir? Non, mais alors, le premier point, s'ils nous disent qu'ils se retirent, à quoi ça a servi de prendre Bakhmout? Vous comprenez, l'intérêt de Bakhmout, c'est de poursuivre vers Kramatorsk, d'aller plus loin. Or là, ils n'iront pas. Mais à Lysychansk, ça a été pareil. Ils n'ont pas été plus loin. Ils n'ont pas la capacité d'exploiter. Et donc, le retrait de Wagner, d'abord, c'est la guerre entre Wagner et l'armée, bien sûr. Puisqu'il dit, je m'en vais, moi j'ai fait mon job maintenant, je m'en vais maintenant à l'armée de prendre. Sous-entendu, débrouillez-vous avec les Ukrainiens qui sont en train d'avancer. Et puis, ça veut dire quoi? Ça a servi à quoi? Ils ne livrent pas une ligne de débouché pour l'armée, pardonnez-moi de prendre des termes militaires, mais si Wagner faisait bien son boulot, il dirait, ok, j'ai conquis, je vous livre la ligne de débouché pour que l'offensive russe puisse repartir. Mais ils ne font même pas ça. Ils disent on va se retirer et laisser la place aux Russes. Donc, mais c'est lié à un amateurisme. Non, mais d'abord, je pense que les Wagner, pardonnez-moi, mais ils ne sont pas des militaires. C'est un cuisinier, imagine. Il fait sa cuisine, il fait sa tambouille, il fait son truc. Il a un jury Shoigu et chef d'état-major des armées qui sont les piliers pour le président Poutine. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'alternative. Donc, je crois que aujourd'hui, les Russes, alors d'abord, tactiquement, les Russes ont montré toutes leurs faiblesses qu'on connaissait. Un, ils n'ont pas d'encadrement. Donc, comme vous n'avez pas d'encadrement, il se passe ce qui s'est passé à Boutcha, les horreurs qu'on a vues, parce que la troupe n'est pas tenue, comme on dit, hein. C'est n'importe quoi. Donc, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a pas de sous-officiers dans l'armée russe. Et les officiers subalternes, beaucoup ont été tués. Il y a beaucoup de morts quand même pendant cette période. Donc, ils sont mal encadrés. Donc, ils ne savent pas manœuvrer. Ils ne savent faire qu'une chose, c'est bombarder, et envoyer des vagues d'assaut, ce qu'ils ont fait à Bakhmout. Mais bon, avec les résultats qu'on connaît. Ils ont réussi en 7 mois à prendre un tout petit truc et puis à ne pas savoir quoi en faire. Pourquoi cette détestation soudaine ou pas de l'Occident de la part de Poutine? Alors, elle n'est pas soudaine du tout. Il faut se référer à 2007, le discours à Munich. Vous savez, le forum sur la sécurité qui se tient à Munich tous les ans. Le président Poutine a fait un discours extrêmement dur. Si vous pouvez le retrouver sur les réseaux, allez le retrouver. Il a dit, moi maintenant, terminer l'unilatéralisme, les Américains qui pilotent tout, l'hégémonie américaine, c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Donc je crois que c'est, si vous voulez, il n'a pas digéré la chute du mur, en clair. Et donc l'hégémonie américaine doit s'arrêter. Ça, c'est la première chose. Mais il faut l'entendre, hein, parce que je viendrai après, il faut l'entendre. Ce que j'appelle l'effet papillon, c'est-à-dire sur les autres pays. Le deuxième point, c'est que probablement le président Poutine, qui, souvenons-nous, est un petit KGBiste, hein, lieutenant-colonel du KGB, un diplomate russe me disait on voulait en faire une marionnette. Le problème, c'est qu'il est devenu un marionnettiste. Et donc, il a réussi, mais avec un niveau d'éducation très faible. Et donc, il s'est enfermé dans une histoire russe qui remonte au XVIIIe siècle, Pierre le Grand, la conquête de l'espace, etc., etc. Et ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est un problème d'espace. Vous savez que la Russie n'a pas de frontières dans cette idéologie. Il n'y a pas de frontières. Mais il y a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup plus dans nos sociétés, c'est la société traditionnaliste russe, et qui a un écho en France. Et moi, je suis journaliste, on n'en parle pas parce que c'est pas bien de le dire. Mais je dis, vous savez, quand le président Poutine, fin septembre, dans la salle Saint-Georges,
à parler du wokisme, des parents 1 et des parents 2, de tout ça, il savait de quoi il parlait. Il parlait à nos sociétés. Et donc, cette guerre globale, il l'amène contre l'hégémonie américaine, mais aussi pour la préservation d'une certaine vision de la société, qui est assez acceptée en Russie. Et la Russie, il faut se souvenir que les années 90-2000, moi j'y suis allé à ce moment-là, c'était une catastrophe absolue. C'était la mendicité, quoi. Les gens étaient vraiment dans la difficulté. Et d'un seul coup, le chef est arrivé, Poutine, il a remis de l'ordre, et alors ça, ils adorent. Moi j'ai eu des discussions avec des Russes qui habitent à Paris, hein, qui habitent depuis 15 ans à Paris. Impossible, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, c'est peut-être le cas, mais impossible de faire entendre le chef ne peut pas se tromper. C'est ce que j'ai compris. Comme je leur disais, mais vous savez que vous avez envahi l'Europe? Ils disent non, on a libéré l'Europe. Bon, et je lui dis, Budapest 56, Prague 68, ça vous dit quelque chose? Je lui dis, de quoi vous parlez? Ils n'ont pas la même histoire. Et donc, tout ça, si vous voulez, il y a l'Ukraine. Je pense que le président Poutine n'a jamais... L'Ukraine n'existe pas. C'est une province, c'est une colonie, c'est ce que vous voulez, mais ça n'existe pas. Je rappelle quand même qu'en 1917, l'Ukraine a déjà mené sa première guerre d'indépendance. Ce sont les bolcheviks qui ont empêché l'Ukraine de devenir indépendante en 17, entre 17 et 21. Il faut lire Bulgakov, on s'appelle l'armée blanche, ou les batailles en blanc. Donc, l'Ukraine n'existe pas, premier point. Donc, mais le fait que l'Ukraine se tourne vers l'Europe est extrêmement dangereux pour la société russe. Parce que si l'Ukraine devient européenne, ben, ça y est, la Russie est à côté. Et la jeunesse russe pourrait devenir européenne. Et à ce moment-là, le pouvoir de Poutine ne tient plus. Vous voyez? Donc, je crois qu'il y avait deux aspects. L'hégémonie américaine, qui est quelque chose qui est entendu. Et moi, je reviens toujours à 2003. J'étais à New York en 2003. Les Américains ont fait des conneries monumentales. Alors que tout le monde était avec eux en 2001, après le World Trade Center, après 2003, je peux vous dire que partout, tout le monde dit arrêtez de nous donner des leçons, hein, vous faites n'importe quoi. Et le Kosovo, etc. etc. Donc je crois qu'il y a cet aspect hégémonique qui est écouté en Asie, qui est écouté en Afrique, qui est écouté au Moyen-Orient. Et puis, il y a la société. Et la société, c'est pareil. Vous allez en Afrique, les gens vous disent, mais attendez, vous n'allez pas nous imposer le wokisme, le LGBT et compagnie, ce n'est pas notre façon de vivre. Donc, il y a cette balance qui est... Et là, il joue vraiment sur un langage qui est écouté dans le monde. Si on se place du côté russe, simplement du côté russe, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une menace, d'après eux, de se faire entourer de tous les pays baltes qui adhèrent à l'OTAN, avec l'Ukraine qui veut y aller, avec la Finlande qui est allée, etc., etc. Si on se met de son point de vue. De son point de vue, si vous regardez une carte de géographie, on ne les entoure pas du tout. On est juste à l'ouest. Non, on est à l'ouest. On pourrait dire, mais la Russie, ça nous a été très dangereux jusqu'en 90. Je rappelle qu'ils avaient occupé la moitié de l'Europe et qu'avec ça, moi je connaissais la doctrine de l'armée soviétique. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était l'expansionnisme communiste. Donc ça voulait dire, vous aussi, ce qui est à l'ouest, il faut que vous deveniez comme nous. Et si vous ne voulez pas devenir comme nous, par le biais de partis, etc., on va vous envahir. Donc voilà. Aujourd'hui, quelle est la menace? La menace, je crois que c'est la menace que j'exposais, sociétale. C'est-à-dire le fait que la Russie devienne, et vous savez, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes Russes qui ont voté avec leur pied, hein, qui sont partis dans les pays baltes, à Dubaï, en Turquie. Il y a à peu près, on estime, à 1 million de jeunes qui sont partis. Et moi, j'ai une amie qui est turque, qui était une de mes anciennes élèves, qui a fait un truc, je lui dis, tu prends un risque là, elle a décidé d'accepter un poste de professeur à Moscou, là, il y a 3 mois. Donc pendant 2 mois, elle était à Moscou. Pendant 2 mois, je lui ai dit, tu m'appelles tous les jours, toutes les semaines. Je me fais un briefing tous les jours. Très sympa, elle m'appelait toutes les semaines, on parlait sur Signal, elle était dans un café français pour ne pas être écoutée. Bon. Puis après ça, elle m'a parlé quand elle était en Turquie. Elle me dit, les jeunes, ils vivent dans une bulle. Ils sont avec leur VPN, leur machin et tout.
de vous à moi comme ça, sans téléphone, ils vous diront la guerre c'est affreux, les Ukrainiens sont nos frères, on ne voit pas pourquoi on se bat contre eux, mais ils ne le diront jamais ouvertement, parce que la répression est trop féroce en Russie. Et donc mais cette jeunesse, et il y a, je pense, un gouffre de génération. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui est beaucoup plus proche des Occidentaux que le reste de la population russe, qui, elle, est pour la société traditionnelle russe, telle qu'évoquée par le président Poutine. Est-ce que vous avez une idée précise des pertes humaines depuis le début? Aucune idée. Alors, vous pourriez même être mieux placé que moi pour le savoir. Non, impossible. Les Ukrainiens, évidemment, ne le disent pas. Les Russes non plus donnent des chiffres complètement fantaisistes. Et d'après les Américains et les Anglais, alors, oui, mais vous savez, c'est compliqué. Alors, il y a des sites qui calculent en vous disant un BTR qui est détruit, c'est 7 personnes dedans. Donc, il y en a, allez, un tiers de tués, 2 tiers de blessés, c'est la moyenne qu'on donne généralement. Donc, on en est à 100 000 à peu près. Alors, ce qui est énorme. Des deux côtés en un an attendez, pour les Russes, en un an de guerre, il y a eu plus de morts qu'en Afghanistan. Pendant 10 ans. Donc c'est énorme. Mais ça ne provoque pas le même effet qu'il y avait eu en Afghanistan. Ou en Afghanistan, vous vous souvenez, les mers russes, etc. Mais l'Afghanistan, c'était loin. Là, c'est sur la frontière. Et là, la propagande russe permet de dire on est menacé sur notre frontière. Ça permet de le dire. Hein. Mais je voulais vous avez été longtemps chef de la mission française au niveau des Nations Unies, et donc vous étiez dans ce contexte international. On peut presque comprendre Poutine, parce que la Tchétchénie, on n'a pas bougé. Ouais, non, la Géorgie, complètement. La Crimée, si vous voulez, on se dit qu'on pouvait parfétement. Il n'était pas complètement fou de dire. Et le 4e coup, on va refaire le même, mais scénario. Je reviens sur 2007. Vous noterez que tout ça s'est passé après 2007. 2008, premier coup, Géorgie, 2008. 2014, la Crimée, et personne n'a bougé. Donc il s'est dit, il fallait pourquoi on n'a pas bougé pour la Tchétchénie? Pourquoi trop dangereux? Alors, premier point, est-ce que... Non mais, premier point, qui peut bouger? Qui peut bouger? Les Américains. Qui a les moyens? Les Américains. Je rappelle que le président Obama avait émis des règles très strictes, la ligne rouge. Bon, la ligne rouge a été franchie, il ne s'est rien passé. Même chose en Syrie quand Obama... Non mais c'est ça, je parlais de cette ligne-là. Il ne s'est rien passé. Il n'y a rien passé. Donc, ils ont dit, ils ne vont pas bouger. Et, objectivement, ils ne se seraient pas plantés sur la capacité de résilience de l'armée et de la population ukrainienne. Peut-être que le 24 février, il serait passé ce qui s'est passé en Crimée en 2014. Et il aurait gagné le coup. Souvenez-vous que la première réaction des Américains, ça a été, on remballe notre ambassade, on remballe tous les conseillers, et on demande à M. Zelensky de partir avec nous. C'était quand même une option un peu molle, moins qu'on puisse dire. Hein. Et ce sont les Ukrainiens qui ont décidé de se battre. Alors après, les Américains, bien sûr, ont envoyé, puis comme ils étaient là depuis, parce qu'ils ont fait beaucoup de formations, et l'équipement depuis 2014, donc là, ils ont dit, OK, il faut qu'on y aille. Mais la première réaction du président américain a été, pas un soldat américain. Et on a testé, alors on a commencé par donner des missiles anti-chars, anti-aériens, après ça, des pièces d'artillerie, après ça, des lance-roquettes. Maintenant, on en est à des avions. Vous voyez, tout ça, ça a grimpé. Et à chaque fois, celui qui a été mou, c'est Poutine. Alors, à propos de ligne rouge, ces F-16 qui arriveront dans 8 mois, y compris la formation des pilotes, s'il y a une attaque sur la Russie, sur le territoire, bien que Zelensky a dit, pas question. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Le président Zelensky sait très bien qu'il ne peut pas jouer à ça avec les Occidentaux. Il ne pourra rien faire s'il n'a pas le soutien occidental. Donc il ne va pas s'amuser à fâcher les Occidentaux. Parce que ça, c'est fini pour lui. Hein. Surtout aux États-Unis. Hein. Surtout aux États-Unis. Au passage, gros business pour les Américains. Parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, le président. Il a dit, on va soutenir la formation et on va autoriser les Européens à fournir leurs F-16. Sous-entendu, vous donnez les F-16 aux Ukrainiens
Et nous, derrière, on vous vend des beaux avions tout neufs qui coûtent très cher. Donc, il ne faut pas être naïf. Hein. Je peux poser une question. Je voudrais revenir sur Wagner. Wagner, ils sont payés par Kremlin. Ils ont donc des contrats. Et le Kremlin donne leur d'ordre. Il y a un cahier des charges, des choses à faire ou à ne pas faire. Donc, quand ils disent je m'en vais le 1er juin, ça veut dire qu'il n'est plus payé à partir du 1er juin ou est-ce qu'il a été payé pour s'en aller avant? Comment alors, écoutez, il y a du business, puisque c'est un homme de business, entre le donneur d'ordre et la prestation. Non, je ne crois pas que Wagner soit payé par le Kremlin. Wagner est payé par les mines d'or, les mines de diamants et le pétrole. Il a son business à lui dans sa main. Et quand il était à Bakou. Mais non, on lui fournissait les munitions, on lui fournissait les armes, on lui fournissait. C'est en nature. C'est en nature, mais c'est pas payé. Ah, d'accord. À mon avis, Poutine touche une quote-part sur ce que gagne Wagner. Ah, c'est dans le sens inverse. Voilà, exactement. 10% au moins. Il y a beaucoup de nos amis qui sont par visioconférence. Est-ce qu'il y a, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions dans la salle, allez-y, allez-y. Je suis étonné que dans tous ces conflits, on ne parle pas d'armes, de parachutage, d'éléments hélicoptères. Alors si, ben, le premier échec russe, ça a été ça. C'est des unités qui sont arrivées, des forces spéciales qui sont arrivées en hélicoptère sur l'aéroport, et il y avait des Gilus Chine 76, vous voyez les gros trucs là, qui devaient se poser et qui étaient en rotation au-dessus. Donc ça a été une opération comme ça. Voilà, les Spetsnaz avaient été infiltrés avant le 24 février. Et moi j'ai des Ukrainiens qui m'ont raconté que sur le bord de la route, ils ont trouvé des Spetsnaz qui étaient là depuis 8 jours, qui n'avaient plus rien à bouffer, qui ne savaient pas où aller et qui faisaient du stop pour se faire ramener par des Ukrainiens. Vous voyez? Donc, non, il y en a. Alors, il y a évidemment des choses dont on ne parle pas, les actions de partisans, puisqu'en Ukraine, on appelle ça des partisans. Vous savez qu'il y a une guerre de partisans très importante entre les 2 guerres mondiales en Ukraine. Nous, occidentaux, on ne connaît pas bien ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une guerre de partisans contre les bolcheviks pendant longtemps en Ukraine. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire que l'Ukraine n'existait pas. Il y a longtemps qu'ils veulent exister. Et donc, il y a des partisans sur les zones arrières qui font des sabotages. Il y a des partisans, voire liés avec de l'opposition russe, qui font des actions en Russie. Et on l'a vu sur le train. Voilà, mais pas d'armement occidental. Il y a eu des drones qui sont allés en Russie, mais des drones soviétiques. Les Russes eux-mêmes disaient « Ah, ce sont d'anciens drones soviétiques », pour bien montrer que ce n'était pas de l'armement occidental qui leur tirait dessus. Ouais. Donc, il y a des actions de ce type-là. Mais c'est une question très naïve. Lorsque, je ne sais pas combien de centaines de chars on leur a livrés, mais par des photos satellites, les Russes savent parfaitement où ils sont, ces chars. Non, ben non, c'est ce que je vous expliquais. Parce qu'au moment de l'offensive, on les voyait, les chars russes qui étaient préparés. Au moment de l'offensive, vous ne voyez pas. Pour l'instant, le job des gens, c'est se camoufler. Et disperser, pas de réseau radio, parce que l'électronique, ça s'entend beaucoup, et tout doit être planqué. Alors, les Russes en ont quand même repéré. Ils ont détruit un dépôt de munitions, je ne sais plus où, on voit très bien un drone qui frappe et une explosion absolument gigantesque, donc c'était les munitions qui étaient là. Donc, les Russes les cherchent, oui, ils ne les trouvent pas toujours, et les Ukrainiens font en sorte qu'on ne les voit pas. Et la difficulté, c'est de garder tout ce dispositif camouflé jusqu'au moment de la concentration pour l'attaque. Et au moment de la concentration pour l'attaque, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une recrudescence des attaques de missiles et de drones russes. Et moi, ce que je crains, c'est que ceci amène une consommation importante de missiles antiaériens. Et que donc, au moment de la contre-attaque, il manque de missiles antiaériens pour assurer la couverture de la contre-attaque et que les Russes, eux, ne puissent pas tirer sur cette contre-attaque. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est pour ça que je pense à mes camarades, parce que je me suis beaucoup entraîné à ces trucs-là. Vous savez, où vous restez une semaine avec des chars qui sont camouflés un peu partout, où les gens essayent de... parce qu'ils sont loin du front, hein, pour être loin des petits drones, parce que les Russes ont beaucoup de petits drones aussi, mais c'est des drones tactiques qui ne vont pas à plus de 10 km, vous voyez. Et donc là, ils ont des images à 10 km. Mais
à 20 km, 30 km, c'est des images beaucoup moins précises. Et donc là, on peut maintenir le dispositif camouflé. D'autres questions? Oui. Oui, l'armée ukrainienne se prépare depuis un certain temps à une contre-offensive. Ça laisse du temps aux Russes de préparer une contre-offensive. Ouais. Quelle sera l'attitude des pays occidentaux si la contre-offensive ukrainienne échoue et si la contre-offensive russe progresse? Quelle sera l'attitude des pays occidentaux? Alors, ce que j'expliquais à propos de Bakhmout maintenant, c'est qu'on sait, on voit, dans les réseaux anglo-saxons, on le sait, que la réserve russe, pour contrer l'offensive ukrainienne, est en train de se déplacer vers Bakhmout. Si elle se déplace vers Bakhmout, ça veut dire qu'elle est moins en mesure de contre-attaquer face à une offensive. Vous voyez, elle est en train de prendre le dispositif parce que les Russes n'ont plus assez de force pour tenir toute la zone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, mais même s'il n'y a pas de contre-attaque russe, la contre-offensive ukrainienne se brise le nez sur les défenses russes et n'arrive pas à progresser. Et c'est là ma question. Quel va être le soutien occidental à un front qui risque d'être figé pour l'année à venir? Je dis bien l'année à venir. Est-ce qu'on va continuer à renforcer le dispositif ukrainien comme ça pour une hypothétique offensive qui aurait lieu à l'été 2024? Et ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un problème de résilience de nos sociétés occidentales sur dire, ben oui, c'est une guerre qui va durer et qu'il va falloir faire durer. Mais moi, je ne crois pas du tout à la capacité russe de lancer une offensive, pour deux raisons. D'abord, ils ne l'ont pas fait depuis le mois de novembre. Ça fait 6 mois, avec 300 000 hommes en renfort. Et aujourd'hui, le président Poutine a peur de déclarer une nouvelle mobilisation, parce que ça toucherait beaucoup trop de monde. Et que déjà, là, il commence à toucher pas mal de monde, et que ça commence à être embêtant pour la société russe. Vous savez, quand il y aura un soldat dans chaque foyer, ça va commencer à poser des problèmes, en particulier à Saint-Pétersbourg et Moscou. Parce que pour l'instant, c'est surtout les campagnes qui fournissent ça. Et donc, les Russes n'ont pas pu le faire pendant 6 mois. Pourquoi voulez-vous qu'ils y arrivent maintenant? Premier point. Deuxième point, ils vont faire ça pourquoi? Aujourd'hui, ils sont, alors évidemment, personne ne regarde la carte de près, ils sont dans les 4 oblasts qui ont été annexés par Moscou. 50% pour l'un, 25% pour l'autre, 75%. Bon, peu importe. Les oblasts, ça, ils peuvent tenir. Mais s'ils vont au-delà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez qu'ils vont aller prendre Kiev? C'est impossible à tenir, mais impossible à tenir. L'armée russe n'est pas capable de tenir face à l'armée ukrainienne sur un front. Comment voulez-vous qu'elle tienne sur l'ensemble de l'Ukraine? C'est impossible. Les partisans, les mouvements, etc., qui seront tous alimentés par les Occidentaux, par un grand renfort de machin, l'armée russe, ça va être pire que l'Afghanistan. Donc, à mon avis, la seule option qu'ont les Russes aujourd'hui, c'est d'essayer de tenir sur les lignes sur lesquelles ils sont, dans les zones occupées, qui ont été vidées quasiment des Ukrainiens qui habitaient là, où il n'y a plus que des Ukrainiens pro-russes ou des Russes. Et donc là, ils arrivent à peu près à tenir. Et ça peut durer des années. Et ça peut durer des années, c'est ce que j'appelle un conflit gelé. Comme ça, il faut se rappeler que depuis 2014, c'est comme ça dans le Donbass et en Crimée. Hein. Donc ils auront gagné 15% de plus. La grande réparation, c'est la rivière, le Dniepr. Oui. Alors, c'est le Dniepr juste en sud, hein, Oui. mais ailleurs, non. Ailleurs, non. Zaporizhzhia jusqu'à Kharkiv, c'est pas du tout le Dniepr. Quel est l'intérêt de Wagner de faire ce qu'ils font? Quel est l'intérêt De Wagner de faire ce qu'ils font? Attendez, Wagner, c'est un voyou Oui, je sais. qui a fait un business et qui gagne de l'argent. Marchand de saucisses au départ. Mais non, mais il gagne de l'argent, c'est tout. Et gagnant de l'argent, il a un véritable empire qui se développe. Parce qu'on voit Wagner, les armes, etc., mais la communication, très important, le cyber, etc. Et ils ont ouvert une vitrine sur Saint-Pétersbourg incroyable, il y a quelques mois. Il gagne beaucoup d'argent. Justement, vous parlez de l'information et je voulais vous poser une question sans être indiscret, mais LCI a pris un certain leadership dans
dans l'information sur l'Ukraine avec une politique éditoriale. Je voulais vous dire, est-ce que d'abord vous avez toute liberté de ce que vous dites, puisque vous y êtes fréquemment et que vous êtes devenu, je dirais, une image, je ne dirais pas, on l'a vu pendant le Covid, il y a quelques images emblématiques et vous êtes emblématique de ce conflit et de vos analyses. Et comme c'est une guerre d'information, je pense que votre rôle, il est extrêmement important d'information, mais aussi, je dirais, d'éthique. Parce que on peut faire une présentation des faits, et notamment, on le disait, si les choses tournent mal avec une offensive russe et autres, le soutien de la population, compte tenu des coûts et autres, peut à un moment fléchir, et donc votre rôle est... Alors d'abord, sur LCI. LCI a décidé dès le départ de faire l'Ukraine et de faire du nucléaire toute la journée. C'est un choix. Au départ, ça m'a surpris. Moi, au février, bon, on était pris dans le truc. J'ai pris quelques semaines de vacances en août. Je reviens en septembre. Je me dis, bon, elle me dit, si, on continue, on continue. Je dis, ah bon, on continue. Et quand je vois les réactions des gens dans la rue, etc., je dis qu'ils ont eu raison. Parce que tous les gens me disent, ah, heureusement qu'il y a LCI, quand on va à l'Ukraine, ils en parlent. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, bah, c'est comme Wagner, c'est pas la même chose, c'est un business. Hein. Et le taux d'audience de LCI a grimpé comme ça. Donc, ça justifie le fait qu'il reste sur ce créneau-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la ligne éditoriale, il n'y en a pas. Liberté totale. Je vous donne un exemple. Le fameux Gazprom 2 qui a sauté. À un moment, il y a un journaliste américain qui a fait une enquête assez poussée, très bien faite, dans laquelle la conclusion, c'est que ce sont les Américains qui l'ont fait sauter. Alors ça, vous dites ça sur un plateau, où on soutient, bon, eh bien, moi j'ai dit oui. Moi, à qui profite le crime? Aux Américains, évidemment. Qui peut faire ça? Pas beaucoup de monde. Et l'enquête du journaliste, extrêmement bien détaillée. Et alors, pour revenir sur ce qu'on fait sur LCI, vous savez, les faits, rien que les faits, le moment où il y a, etc., je peux vous dire que c'est très travaillé. Hein. Et il vérifie toutes les images et il s'assure qu'on ne s'est pas fait embarquer, qu'on n'a pas, etc., etc. Moi, de temps en temps, je reçois des coups de fil, je dis, général, qu'est-ce que c'est le char là, qu'est-ce que c'est le machin, etc. Ils sont beaucoup professionnalisés sur ce domaine-là. Mais encore une fois, et David Pujadas, d'ailleurs, pour parler de lui, puisque moi je suis le lundi et le jeudi avec lui, très souvent, hein, il dit non, mais attendez, là on a dit ça sur la Russie, regardez du côté ukrainien. À un moment, il y a eu par exemple des soldats russes qui ont été abattus alors qu'ils se rendaient. Alors, on a vu les images sur LCI. Il faut le montrer. Les Ukrainiens aussi font des conneries. Et donc, non, il n'y a vraiment pas de... alors, et sur ces plateaux-là, alors ça dépend beaucoup des plateaux, hein, mais sur les plateaux de David Pujadas, il y a rarement, pardonnez-moi, je ne suis pas gentil pour elles, parce qu'elles sont les Ukrainiennes de service, que j'appelle les Ukrainiennes de service, qui sont des jeunes femmes plutôt avenantes, qui parlent bien le français et qui sont géopolitologues comme je suis évêque. Hein, et donc, voilà. Donc, parfois, il y en avait qui m'agaçaient à un point, ce n'était pas possible. Même quand il y avait une défaite, c'était une victoire. Je dis, attendez, bon, on se calme là. Pas... Donc, lui ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. On a des gens de grande qualité et qui analysent. Moi, j'aime beaucoup les gens qui connaissent très bien la Russie, qui nous analysent. Moi, j'apprends énormément quand je suis sur le plateau, parce que je suis avec des tas de gens qui ont des côtés très que je ne connais pas. Moi. La Russie, j'y suis allé, je connais, mais je connais l'armée russe pour l'avoir étudiée. Mais le cercle autour de Poutine, il n'y a pas grand monde qui le connaît, hein, qui peut en parler. Mais voilà. Les différents intervenants sur les plateaux de LCI sont rémunérés. Alors, moi, je disais que je parlais beaucoup sur les crises. Depuis le début, LCI a demandé que je sois en exclusivité. Donc, à partir du moment où vous êtes en exclusivité, vous êtes rémunéré. Sinon, non. Alors, il y en a qui sont rémunérés, d'autres pas. D'accord, c'est une négociation. Ouais. Une question. Il y a une personne à distance qui souhaiterait parler, donc je vais lui passer la parole. Agnès Simon. Agnès. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Oui, on t'écoute. Je suis en Ukraine en fait. Moi, c'est pour ça que j'intervenais, mais beaucoup plus
au niveau de la société civile. Et j'ai traversé un peu l'Ukraine là dans mon domaine pour les sages-femmes en tant que présidente des sages-femmes européennes. Et à mon avis, je ne sais pas ce que dira le général, je ne vais pas parler de stratégie militaire, mais une de leurs grandes forces, c'est une capacité à jouir de l'instant présent quelque part pour emmerder les Russes. Quand on se promène dans les rues des villes moyennes ou des grandes villes comme Kiev, si on habitait sur la Lune et qu'on arrivait à Kiev, par exemple, on ne saurait pas du tout que le pays est en guerre. C'est en discutant avec les gens. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que cette guerre a eu quelque chose de énormément développé leur réseau, leur capacité réactionnelle. Enfin, ils sont des machines à résoudre les problèmes ensemble. Et ça, ils en sont vraiment très fiers. Oui, merci beaucoup. Et moi, j'ajouterais à ce que vous dites leur sens de l'humour. Ouais. C'est assez exceptionnel. Et Agnès, tu es où exactement? Là, je suis arrivée à Kiev, mais j'ai traversé toute l'Ukraine à partir de la frontière polonaise au niveau en gros, de Cracovie. Et je repars dans je rencontre, je vais à Boutcha demain ou après-demain, je ne sais plus. En fait, je suis accueillie par les gynéco-obstétriciens ukrainiens et les sages-femmes. Et c'est d'abord une hospitalité, mais à tomber. J'étais déjà venue ici en 2019 en hiver. Là, je découvre Kiev en été. Par contre, on se rend compte qu'il y a probablement un monde entre les campagnes, les personnes âgées, les campagnes et les jeunes de villes comme Kiev, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment... Mais je pense qu'on a la même chose en Union soviétique. En Russie, pardon. Sorry, je date. Oui. C'est pas grave, on t'en veut pas. Merci Agnès. Il y a sûrement une question, pardon. Une question à poser. Agnès. Est-ce que vous avez vu des chars occidentaux? J'ai vu des chars... Non, j'ai vu des chars russes qu'ils ont récoltés, je pense, quand ils sont retirés de Boutcha. Et Boutcha, c'est vraiment tout près. Hein. Ils m'ont montré où s'étaient arrêtés les chars. C'est vraiment tout près de Kiev. Donc, ils ont récupéré ces chars, ils les ont mis à côté sur la place Maïdan. Et ça sert un peu de zone où les gens se font prendre en photo, les gamins montent et descendent J'ai pas vu de chars occidentaux. Je suis pas sûre que je ferais la différence entre un char occidental et un ancien char russe. Enfin, Agnès, on a la même chose dans le Panchir. Oui. Agnès, merci beaucoup. Il y a peut-être les gens de la mission Ukraine qui sont là, s'ils peuvent nous dire un mot. Et Alain Voloche, je vais lui poser une question. Alain, à toi. Alors, il faut brancher votre micro. Il va le faire. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Bravo, mon général. Vraiment, vous êtes passionnant à écouter. Alors, mon frère travaille chez Thales et il me dit régulièrement le ciel est américain. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire? C'est cette suprématie de contrôle. Est-ce que vraiment l'OTAN est plus compétent et n'est-ce pas une force incontournable? Oui, alors le ciel américain, il y a deux aspects. Il y a l'aspect renseignement avec les satellites. Le drone, vous avez vu qu'il y en a un qui a été abattu par les Russes, hein, de façon un peu spéciale, en mettant du jet, du gazole, du carburant, pardon, dans le moteur, qui l'a fait tomber. Donc il y a le renseignement américain, il y a beaucoup de satellites. Hein. Vous savez, pour la petite anecdote, quand j'étais en ex-Yougoslavie, on a su que l'offensive de 95 allait commencer quand on a vu les satellites américains changer leur trajectoire. C'est quelque chose que la puissance américaine, c'est quelque chose d'incroyable. Et dès que vous les voyez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Bon, ça c'est l'anecdote. Le deuxième aspect du ciel américain, c'est Starlink. Hein. C'est-à-dire que la communication en Ukraine fonctionne grâce au réseau satellitaire fourni par Elon Musk, avec tous les terminaux qui ont été livrés. Est-ce que, par exemple, un MiG russe peut être brouillé? Est-ce que cette puissance est terrible?
Écoutez, pour l'aviation russe, à part les premières attaques de fin février, sont quasiment jamais rentrées dans le ciel ukrainien. Jamais. Le dernier que j'ai vu, c'était à Bakhmout, il a été abattu d'ailleurs. Donc il y a très très peu d'avions russes depuis plusieurs mois qui sont rentrés dans le ciel ukrainien. Tous les missiles sont tirés en stand-off à partir de la Russie et non, ou de la Biélorussie, mais pas ou de la Crimée, mais pas à partir. Il n'y a pas d'avions qui viennent dans le ciel ukrainien. Et Alain, tu as une autre. Non. Je crois que c'est bien, c'est de donner la parole à Loïc et à David. Est-ce que Loïc ou David sont là? On a peut-être Sébastien. Sébastien. Ouais, on lui pose la question. Pas d'autres questions à ce stade. En général, si on vous réinvitait dans 6 mois, c'est-à-dire à peu près à la fin de l'année, et si vous nous disiez, je vous l'avais dit, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur ce qui pourrait, qui bien sûr sera enregistré et on envoie essayer. Alors je vais vous dire, David Pujadas souvent me dit, mais en général, vous nous l'aviez dit. L'offensive de Kherson et de Kharkiv, j'en avais parlé. Moi, je reviens sur Kherson. Sur Kherson, je serai chef de l'état-major ukrainien. Je concentrerai, pas Kherson, Bakhmout. Je concentrerai toutes mes forces tout de suite, pour prendre de vitesse les Russes avant qu'ils ne puissent envoyer. Au moment où Wagner se dit, ça y est, on va se retirer, au moment où les ailes se retirent, 15 km de front, 20 km de front, on met le paquet, on met 6 brigades, on en garde 6 en réserve, et lorsque la percée est faite, on passe derrière les défenses russes. Et là, on voit le séisme jusqu'au Kremlin. Voilà. En ne pénétrant pas en Russie. Ah, sans aller en Russie, bien sûr. Non, ça, ils n'iront pas en Russie, c'est clair. Mais, si vous voulez, il y a deux façons de voir. Soit les Ukrainiens se disent, OK, on va casser la défense en deux, donc on va vers la mer d'Azov, Mélitopol, vous voyez, mer d'Azov, et à ce moment-là, on a séparé la Crimée du Donbass. C'est la solution intermédiaire. C'est celle qui consiste à dire, on les a cassés, on regarde ce qui se passe. Il y a l'autre solution qui est de percer et de contourner les défenses et de reprendre les défenses par derrière. Et de là, de voir ce qui se passe dans les régiments russes. Et vous savez, je pense toujours à Victor Hugo, Waterloo, mort de plaie, ces armées qui avaient vaincu l'Europe, d'un seul coup, la panique les empara. Est-ce que le patron de Wagner peut être une menace politique pour Poutine? Alors, la menace politique, je crois que les Américains sont très inquiets de ce qui pourrait se passer. Ils ne voudraient pas que la fédération de Russie explose, parce que ça serait un danger majeur. Moi, des gens sur les plateaux qui connaissent bien la Russie me disent, mais vous vous rendez compte, toutes ces milices, si elles se mettent à faire la guerre entre elles, c'est une catastrophe. Souvenez-vous des années 17-21, ça a été ça en Russie. Hein. Entre les Russes blancs, Denikin, Kolchak et les autres, c'était un peu ça. Hein. Donc oui, ça peut être un... Alors moi, les gens me disent, vous savez, il ne faut pas changer Poutine parce que ça pourrait être pire. Je vais vous dire, dans un premier temps, je m'en fous du moment que ça arrête la guerre. Après ça, ils verront ce qu'ils feront de la Russie. Mais moi, je comme si vous voulez, je n'aime pas le pouvoir en Chine. Mais ici, on ne va pas le chasser. Hein. C'est-à-dire, c'est comme ça. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la guerre s'arrête. Et que la guerre s'arrête. Alors, en revanche, la guerre s'arrête lorsque l'Ukraine a reconquis ses frontières internationalement reconnues. Et la Crimée. Bien sûr, ça en fait partie. Ce sera jamais ça. Mais je vais vous dire, quand on dit non, il faut arrêter d'être timide, il faut arrêter d'avoir peur. N'ayez pas peur, disait le saint pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. La Crimée,
Pourquoi la Crimée serait plus russe? Parce que Catherine II est venue là? Qu'elle a chassé les Tatars? Pourquoi? Moi, je pose la question, Kaliningrad. Kaliningrad est russe. C'est entre la Pologne et la Lituanie. Et c'est resté une enclave russe. Pourquoi? Parce que 100% des Allemands ont été virés en 1945. Et qu'on a remplacé ça par les Russes. Je suis désolé, mais les Russes qui sont en Crimée, qui ne veulent pas être ukrainiens, peuvent toujours repartir en Russie. Non, il faut être intransigeant. Si on accepte qu'un membre permanent du Conseil de sécurité viole les règles que lui-même a édictées, je rappelle qu'à Budapest, en 1995, il y a eu un accord dans lequel l'Ukraine a décidé de retirer son armement nucléaire et de le rendre à la Russie, à condition que ces frontières internationales soient respectées par la Russie, avec comme garant les Américains et les Britanniques. Et la Crimée en faisait partie. Et lorsqu'en 1991, il y a eu le référendum d'indépendance de l'Ukraine, la Crimée a voté pour l'indépendance dans l'Ukraine à 55%. Il faut arrêter d'avoir peur. Enfin, vous parlez du Conseil de sécurité et actuellement la Russie a la direction. Enfin, c'est une honte totale. Ils sont encore audibles et qui participent même encore. Mais non, mais là, si vous voulez refaire l'ordre international créé entre 1942 et 1945, compliqué, il faudra le faire. Le Conseil de sécurité, tout le monde dit qu'il faut changer. Ça fait, moi j'en entends parler depuis 25 ans. C'est pas possible d'avoir 5 permanents, 10 élus. Où est l'Inde? Où est le Japon? Où est l'Allemagne? Où sont les Africains? Etc. Oui, sauf qu'ils se bouffent le nez entre eux. Le Nigeria ne veut pas que ce soit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud ne veut pas que ce soit le Kenya, le Japon ne veut pas que ce soit l'Inde, la Chine ne veut pas que ce soit l'Inde. Enfin, c'est épouvantablement compliqué. Donc, voilà. On a Sébastien Barrault. Ben, Sébastien, on t'écoute. Voilà. Sébastien, il est là-bas? Oui, il est là-bas, mais il faut que j'active son micro. Ben, en attendant. Oui. Est-ce qu'on disait qu'il ne fallait pas avoir peur? Ils ont eu tellement de choses graves pour eux. Là, j'ai vu quelque chose de magnifique. La gymnastique de l'Europe. C'était des Ukrainiennes avec une jeune fille qui dansait avec les saxos et les ballons. Vous connaissez? C'était magnifique. Et ça peut donner un petit peu de meilleur. On verra aux Jeux Olympiques. Sébastien, si tu nous écoutes. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir mon général, bonsoir Eric et bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce moment. Donc, je suis Sébastien, le chef de mission pour la chaîne de l'Espoir en Ukraine. Je suis arrivé il y a maintenant 2 semaines. Juste, en fait, c'est pas une question, mais ce qui est à remarquer et à noter à Kiev, je suis basé à Kiev, c'est que depuis maintenant 2 semaines, et ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé, quasiment toutes les nuits, il y a des attaques drones, missiles sur Kiev. Cependant, ce qui est à noter aussi, c'est que l'armée ukrainienne est à plus de 90% d'interception de ces attaques. C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup moins d'interception de ces missiles, et là, depuis peu, c'est le cas. Aussi, juste pour partager, c'est que la semaine dernière, en cumulé, nous avons passé près de 14 heures dans les abris, dans les shelters, la nuit. Enfin, à 80% du temps la nuit, à partir de minuit, 1h du matin, parfois ça dure 1 heure, parfois ça dure jusqu'à 4 heures. Et la semaine d'avant, c'était presque 8 heures, qui correspond à peu près, la semaine dernière, à 2 nuits de sommeil, par exemple. Donc voilà, donc en fait, il semble que avec certainement des armes reçues, etc., c'est qu'en tout cas, ce qui est à noter, c'est que ce qui est partagé avec INSO et d'autres sources, c'est que les attaques, en tout cas sur Kiev,
sont en augmentation, mais les interceptions sont quasiment, si ce n'est pas à 100%, c'est près de 90% d'après par rapport aux résultats qu'on peut avoir ici. Voilà, c'était juste pour vous partager cela. Bon, voilà, j'ai que 15 jours sur place. La journée, eh bien, la vie suit son cours, mais la plupart, en tout cas sur Kiev, hein, je ne suis pas encore allé sur le terrain, mais sur Kiev, les attaques se sont multipliées et les mois avant, même en mars, avril, et même avant, ce n'était pas le cas. Voilà. Je vais jouer au reporter là. Les attaques, est-ce qu'elles sont, puisque vous parlez de la nuit, etc., c'est sur toute la nuit où les missiles arrivent en un quart d'heure? Oui. Alors, en général, on a donc ces applications qui, en principe, sur Kiev, ce qui n'est pas forcément le cas à l'Est, mais entre le moment de l'alerte, donc on a à peu près 10 minutes pour éventuellement, et on descend pour le moment dans les shelters, mais oui, c'est la nuit. La moyenne, c'est à partir de minuit, 1 heure du matin. Pendant 2 heures, on remonte 1 heure, se coucher, et 1 heure après, ça reprend. C'est-à-dire que la durée la plus importante a été 4h16 exactement ce week-end, en fait. Mais souvent, c'est en deux tomes, quoi. Une première d'1 heure, 1 heure et demie, et après une autre vers 3h, 4h du matin jusqu'à l'aube, jusqu'à la levée du couvre-feu, jusqu'à peu près 5h du matin. Oui, mais ça, c'est la durée de l'alerte, ce n'est pas la durée de l'attaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée de l'attaque. Ah, oui, c'est tout à fait, c'est la durée de l'alerte. La durée de l'attaque, alors, où on est… oui, non, c'est la durée de l'attaque. J'ai pas forcément de réponse à mon général. Non, je vous explique pourquoi. Parce que les Russes ont intérêt à taper un maximum de missiles en un quart d'heure ou une demi-heure pour saturer la défense antiaérienne. La défense antiaérienne a beaucoup de mal quand vous avez 70 missiles en même temps. C'est plus facile quand vous en avez un. Bon, voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le danger, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'utilisation des munitions antiaériennes. Il faut savoir que le système américain Patriot, chaque missile, c'est $1 million. Et vous comprenez que vous ne tirez pas un missile d'$1 million sur un drone iranien qui vaut $20 000. Donc, c'est très compliqué quand vous avez tout ça qui arrive en même temps. Pour la défense antiaérienne, les radars doivent arriver à identifier d'où ça vient, comment, quelle qualité, etc. Et tout ceci, en quelques secondes, lâcher les missiles. Donc, la défense antiaérienne ukrainienne, il faut le reconnaître, est assez remarquable sur ce plan-là. Mais le problème, c'est l'utilisation de tous ces missiles. Parce que, je répète, il faut en garder pour qu'au moment de l'offensive soit protégée et qu'elle ne soit pas cassée par des attaques aériennes russes. Mon général, j'ai une dernière question. C'est d'après vous, pourquoi l'armée russe n'a pas n'a pas ciblé les voies de chemin de fer, puisque là, nous sommes en discussion pour certains déplacements, mais finalement… Si, là, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y a eu à Kharkiv une partie du réseau ferroviaire qui a été tapée. Mais finalement, au niveau du pays, peu de lignes ferroviaires ont été ciblées. Alors, tout simplement parce qu'au départ, la logistique russe repose sur les chemins de fer. Toute la logistique repose sur les chemins de fer. Donc, vous comprenez qu'ils ne voulaient pas casser les chemins de fer puisqu'ils voulaient s'en servir. Maintenant, donc, du coup, ils ont dû faire un mauvais ciblage sur les chemins de fer, et je pense que c'est la raison. Okay. Sébastien, merci beaucoup. Bien, merci. Fais attention à toi, fais attention à vous, et salut tout le monde de notre part. Mon général, je vous remercie. C'était très intéressant d'avoir cette interaction, d'avoir votre vision. Je vous remercie d'être… Et merci de votre invitation et puis du travail que vous faites surtout, parce que ça contribue à la résilience de la société ukrainienne. On le sait dans les armées, il y a un médecin militaire, dans les armées, on dit que les soldats, et moi j'ai un
un petit neveu qui a été pas mal combattu en Afghanistan. Et il me disait, on y allait parce qu'on savait qu'on serait sauvé. Ouais. Merci, merci infiniment. Et puis, je sais que vous avez une nouvelle prise de parole sur RFI dans peu de temps. France Info. Ah, France Info, pardon. Merci à tous. Donc, les lundis de la chaîne vont reprendre à un rythme, j'espère, beaucoup plus soutenu, parce que... Le livre. Tu parles du livre, c'est moi que je parle de mon livre. Éric va signer son livre, La spirale infernale.